Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons bientôt démarrer cette table ronde intitulée Convergence des mondes physiques et virtuels, agilité et autonomie des systèmes de production cyberphysique. Donc on va pendant 3/4 d'heure développer un petit peu ce qu'on appelle le système cyberphysique. C'est un terme qui est assez peu aujourd'hui utilisé en France, qui l'est beaucoup plus en Europe. D'ailleurs, on parlera d'un projet européen qui s'appelle CPS4U et qui est intéressant puisque justement ça donne une dimension un peu plus large à cette thématique. Aujourd'hui, alors c'est la thématique de la table ronde, le constat c'est que la transformation digitale des entreprises modifie la manière dont nous concevons les technologies du numérique. On a une demande d'interaction avec l'environnement qui est de plus en plus importante et qui s'accompagne d'un échange d'informations important, puisqu'il ne suffit pas d'interagir avec l'environnement, il faut aussi remonter les données et exploiter ces données. Donc beaucoup de secteurs sont concernés, donc on parle de véhicules autonomes, alors pas que le véhicule autonome, puisque la production aussi des véhicules, on le verra, puisque avec l'intervention de Philippe Goujon de Valeo, c'est aussi des choses qui sont concernés, l'avion connecté qui ne sera pas abordé aujourd'hui, l'industrie 4.0 qui sera, elle, bien plus abordée, et puis tout ce qui est réseau de distribution dont on parlera aussi. Et donc c'est cette notion de système cyberphysique, donc CPS en anglais, que nous allons proposer d'aborder lors de cette conférence. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Goujon de Valeo, Damien Lavergne de Synergis, et Guillaume Roy de Soprasteria. Donc en quelques mots, Guillaume, je vous laisse présenter d'abord les activités de Soprasteria en lien avec les systèmes cyberphysiques, parce que Soprasteria c'est une grande maison. Voilà, Guillaume. Merci. Effectivement, dans ce champ d'action, ce champ d'application, nous on couvre de bout en bout, si je puis dire, ces activités, sauf la partie matérielle. On n'est pas fabricant de matériel. Par contre, on va pouvoir accompagner nos clients sur la partie conseil, c'est-à-dire vraiment l'optimisation des processus, l'efficience opérationnelle au sens large, métier, et puis l'implémentation technologique de ça, donc sur de l'embarqué, la connectivité, et puis les plateformes associées, et bien sûr l'intégration dans le système d'information du client. Merci. Damien Lavergne, donc vous êtes responsable commercial de Synergis. Donc je présente justement un peu Synergis aussi, Synergis, parce que Synergis est un nom un peu moins connu que Sopra et Valeo. Donc nous en fait on adresse une technologie qui s'appelle la réalité mixte, qui est portée aujourd'hui par du matériel qui s'appelle HoloLens fait par Microsoft, et donc on travaille avec cette technologie pour résoudre les problèmes de nos clients sur plein de cas d'usage différents. Et là typiquement sur ce sujet on va plutôt être sur la dernière phase, c'est-à-dire j'ai des données qui vont être affichés sur des machines et je vais pouvoir interagir avec ces données et prendre des décisions. On verra peut-être plus dans le détail au fur et à mesure de la session, mais voilà, il faut surtout voir ça de manière très visuelle. Moi, mon métier, c'est de faire du visuel principalement. Ok, merci. Philippe Goujon, Valeo. Donc, tu es directeur des projets collaboratifs R&D, innovation et en particulier coordinateur du projet européen CPS4U qu'on va aussi présenter rapidement. Je laisse peut-être d'abord rappeler les activités de Valeo, c'est une grande maison, mais en lien peut-être avec les CPS. Mais... Oui, effectivement, Valeo est connu a priori de la plupart d'entre vous. Donc moi, je travaille dans les équipes d'innovation qui sont en charge des nouveaux développements pour tout ce qui est lié aux aides à la conduite, aux véhicules automatisés, également aux interfaces aux machines et à la connectivité. Donc l'électrification, les systèmes thermiques, c'est pas dans mon secteur, je préfère le préciser. Mais néanmoins, tous les systèmes que je vous ai cités précédemment sont éligibles effectivement à ce mot un peu nouveau peut-être pour vous de CPS. Ok. Et puis tu es aussi coordinateur du projet CPS4U. Donc si vous pouvez afficher les slides. Voilà, donc ça c'est ma deuxième casquette et c'est plutôt celle en fait que je vais essayer de porter aujourd'hui. Donc effectivement, je suis coordinateur de ce gros projet européen, CPS4U, qui est un projet d'innovation avancée, c'est-à-dire qu'on est juste en dessous du démarrage série. On n'est plus du tout à la recherche, on fait des protos déjà vraiment réalistes et prêts pour être mis en série. Et donc c'est un projet pré-industriel avec 36 partenaires
un budget total de 53 millions d'euros. Et ça représente, pour fixer les idées, une PME d'à peu près 140 personnes qui travaillent pendant 3 ans donc, ensemble sur ce projet européen. Donc le thème principal de ce projet CPS4EU, c'est d'adresser en fait, de proposer des solutions dans un écosystème pour réduire le ticket d'entrée ou réduire la barrière à franchir pour des nouveaux intervenants sur des systèmes CPS, donc cyberphysiques, qui sont de plus en plus complexes aujourd'hui. Donc ils sont complexes techniquement, mais les exigences de sûreté de fonctionnement les rendent plus complexes. Cybersécurité en rajoute encore une couche, toute la partie RGPD encore une. Et donc on arrive aujourd'hui à des situations où pour faire la totalité du domaine dans sa verticalité, il faut vraiment avoir des structures trop grosses, donc même pour des entreprises comme Valeo. Donc le but du jeu est de pouvoir remettre des PME par exemple ou des nouveaux acteurs et leur rendre accès en fait à ces développements de systèmes cyberphysiques complets. Merci Philippe. Donc vous voyez effectivement notamment les domaines qui ont été choisis, donc automotive, industrie automation et énergie, qui sont des grands domaines. Donc énergie notamment avec des gens comme RTE, comme Schneider Electric. Donc c'est des gros sujets. On va revenir un petit peu plus en truc et le mettre aussi en perspective aussi par rapport aux activités de Synergis et de Sopra Steria. Pour finir le tour de table, je me présente également. Donc Jean-Philippe Malissé, je dirige une structure qui s'appelle Captronic. Donc on est aussi partenaire de CPS4EU et notre activité est d'accompagner les PME, les entreprises, les startups à intégrer de l'électronique à la fois dans leur process, dans leurs produits, mais plutôt sur un angle fonctionnel, valeur apportée, et ensuite on décline toutes les solutions qui sont possibles. On n'est pas un bureau d'études, donc effectivement, ni un fournisseur de solutions. Donc notre objectif, c'est vraiment de les aider à mettre en place les solutions qui sont les plus adaptées par rapport à leurs besoins. Voilà, très rapidement. Donc, Guillaume, je te redonne la parole. Donc, aujourd'hui, au-delà de la présentation de tes activités, quels sont les types de projets, de problématiques que Sopra Steria a l'habitude de rencontrer dans les systèmes CPS? Donc les problématiques avec des sujets que tu viens d'évoquer hein, sur bien évidemment la cyber, le comment on intègre finalement tous ces systèmes dans un système existant, puisque pris unitairement, effectivement, il y a un ensemble de technologies, mais qui a de la valeur que si on arrive à l'intégrer dans le système existant de nos clients, et puis si on arrive à exploiter et à valoriser finalement les données et optimiser les processus. Donc nous, on drive ça par les processus et par la valeur. Donc notre but, comme je disais au début, c'est vraiment de décupler, je dirais, l'efficience opérationnelle des processus de nos clients et du coup de trouver les bonnes technologies, cyberphysiques notamment, qui vont permettre de répondre à ça. Et surtout des technologies matures. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire monter en maturité ces technologies et les injecter dans les chaînes de production, la supply, etc. Et puis de finalement accélérer les cycles d'adoption de ces nouvelles technologies qui aujourd'hui, on le sait, hein, sont assez, ces cycles-là sont... Il y a des nouvelles technologies qui arrivent en permanence sur le marché, toutes plus prometteuses les unes que les autres. Et donc nous, notre job, c'est par rapport aux besoins métiers, comment on optimise ça, comment on va intégrer, comment on va faire arriver à maturité finalement cette technologie pour qu'elle soit injectée à la fois dans l'ingénierie, mais aussi dans la chaîne de production, la supply et puis la distribution ensuite. Donc voilà, on accompagne vraiment les clients là-dessus, que ce soit sur le conseil métier technologique et sur la capacité d'intégration technologique tout simplement. Et finalement, la coordination des acteurs autour de ça. Est-ce que tu aurais quelques exemples un peu précis d'intervention, parce que c'est intéressant d'illustrer aussi avec des cas, oui, concrets. J'ai effectivement quelques exemples, je vais dire représentatifs par rapport à ce que je viens de dire, et sur un accompagnement global. Donc pour Renault par exemple, que je ne présente pas, où on a pu les accompagner sur la mise en place de leur programme d'industrie 4.0, la Smart Industry en général, donc les systèmes cyberphysiques de technologies type XR, technologie IoT et autres. Là, comme je l'évoquais, vraiment dans une démarche de valeur pour les métiers, donc avec des entrants métiers, une réponse technologique à ça et surtout une capitalisation sur les infra technologiques mises en œuvre, connectivité, plateforme, etc., sur lesquelles les métiers Renault peuvent se greffer
pour finalement avoir un ROI de toute cette infrastructure pertinent et viable. Okay. Donc pour Renault, pour Alcatel Submarine Network en ce moment, où on fait la même chose, un accompagnement global sur le programme Industrie 4.0 avec un focus 5G Edge en l'occurrence pour Alcatel Submarine Network. Okay. Et par exemple Renault, les applications très concrètes, ça consiste en quoi? Donc les cas d'usage associés à ça, effectivement, c'est la maintenance, donc l'optimisation de la maintenance au sens large. Donc bien sûr la maintenance préventive, mais aussi la maintenance prévisionnelle, avec la mise en œuvre d'une plateforme associée, de l'embarquer d'une plateforme associée. Donc la capacité à collecter des datas sur les systèmes industriels, les remonter sur une plateforme, en cloud par exemple, puis les diffuser finalement, ce qui a été appris via ces datas, sur toutes les usines du groupe. La réduction de la conso énergétique. Donc là encore, elle est captée finalement sur les systèmes industriels existants, soit avec la capteur compris dans ces équipements, soit en ajoutant finalement des capteurs, les mesures qui vont bien pour monitorer la conso énergétique des usines, voire faire du contrôle commande sur certains équipements pour les arrêter à bon escient, les redémarrer quand il faut, etc. Donc ça va de la ventile jusqu'aux équipements secondaires de production. Donc voilà, c'est des types, et je passe sur le track and trace qui est un programme à part entière, sur tout ce qui est tracking des outils, équipements et de la supply associée sur lesquels on est intervenu également. Ok, merci. Damien, de votre côté, parce que la réalité mixte, ça couvre beaucoup de choses, exact. Donc c'est aussi intéressant d'avoir aussi votre vision, donc au travers les cas d'usage que vous voyez aujourd'hui, parce que c'est une technologie qui permet de faire beaucoup de choses. Ensuite, c'est comment on l'utilise et comment on arrive en trouver des bénéfices et voilà. Et à créer de la valeur. Et à créer de la valeur, c'est toujours la même chose. Donc ce que tu évoquais justement, c'est que c'est une technologie qui est plutôt nouvelle. On a eu 2 phases. 2016-2020, pas mal de POC, pas mal d'essais. Et depuis 2020 et depuis le premier confinement, une vraie accélération sur la technologie auprès de tous les grands comptes aujourd'hui, en tout cas en France. Sur des enjeux qui sont variés. Tu évoquais l'expertise, l'assistance à distance, la maintenance, tout ce qui va être aide à la procédure sur des machines pour pouvoir tout simplement faire une maintenance, se former dessus, pouvoir collaborer à plusieurs autour d'une data qui est localisée directement dans l'usine. Voilà, c'est plein de sujets comme ça qu'on traite dans le domaine de l'énergie, l'industriel classique et d'autres domaines. Et donc la question, désolé. la question, c'est les cas, vraiment les cas d'usage avec des très concrètement sur des, enfin, vraiment l'application. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'amène la réalité mixte, qu'est-ce qu'amène le casque. Puisque finalement, c'est ça aussi qui fait aussi une très grande particularité de ce que propose Synergis. J'ai trois sujets en tout cas. J'ai un premier sujet d'expertise à distance. Aujourd'hui, les grands groupes français ont des pôles d'experts et puis ils ont des sites un peu partout comme ça présents pour pouvoir produire. L'une des difficultés qu'on va avoir, c'est diminuer les coûts de déplacement, diminuer l'empreinte carbone, voilà, avoir une démarche plus éco-responsable. C'est pris à bras-le-corps par tous les grands groupes. Et donc, sur ce cas d'usage, il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui fait qu'on apporte l'expert comme s'il était à la place de l'opérateur. On a un opérateur terrain qui est devant un problème, on a un expert qui est à distance et qui va pouvoir l'aiguiller comme s'il était à sa place, en lui indiquant exactement ce qu'il doit faire sur la machine pour résoudre son problème, en lui partageant de la documentation pour aller un peu plus loin que juste lui indiquer avec des flèches ou écrire sur la machine ce qu'il faudrait faire, voire même en projetant le modèle 3D de la machine pour pouvoir la comprendre un peu mieux et voir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça, c'est un premier cas qui est très déployé aujourd'hui sur les acteurs, en tout cas chez nos clients. Un autre cas qui me vient à l'esprit, c'est j'ai de la donnée de la machine. Mes machines ont des données, j'arrive à les remonter, mais j'ai besoin de les afficher, j'ai besoin de pouvoir prendre des décisions, faire des comparaisons entre les différentes machines. Au lieu de retourner à chaque fois sur mon ordinateur pour pouvoir voir ces données, je veux juste avoir les mains libres et travailler et avoir la donnée là où elle est. Et donc ça, c'est ce que fait avec la réalité mixte. J'ai un cas très concret chez Engie typiquement, où on va pouvoir afficher cette donnée, la comparer entre machines et le faire en collaboration. On est tous les 4 là autour, on a notre ligne de production et on a les informations qui sont affichées sur les machines et on va pouvoir les comparer, réaliser des analyses en temps réel en disant je veux plutôt un histogramme, donne-moi l'historique sur 1 an, sur 6 mois, ce genre de choses. Voilà. Okay. Du côté de CPS4U,
Philippe, c'est beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de cas. Donc je propose on va peut-être faire un focus sur un cas. Oui, tout à fait, mais on retrouve des points communs avec ce qui a été cité par nos autres collègues. Donc on a notamment un domaine industriel. En fait, le vocable CPS, système cyberphysique, est plus usité en fait dans le domaine industriel que dans le domaine de l'automobile, par exemple, ou que dans le domaine de la distribution d'énergie, qui font partie de notre projet. Donc on a ici quelques exemples d'un des cas d'usage. On a 16 cas d'usage dans le projet, et notamment celui-ci qui me semble relativement facile à comprendre et à la fois avec une valeur ajoutée assez évidente, qui consiste à faire un jumeau numérique donc développé dans le site de production de notre partenaire allemand qui s'appelle Trumpf, qui est une usine en fait de découpe et de pliage de métaux en feuilles. Et en fait, ils ont créé un digital twin complet de leur installation avec les financements du projet. En partant, donc c'est le petit 1 que vous voyez sur le schéma. En fait, le petit 1, c'est un scan complet de leur installation, donc qui crée en fait une maquette numérique de leur usine. Et puis petit à petit, ils viennent rajouter des machines, ils viennent rajouter des processus. Ils ont également un système de tracking de la matière en fait transformée au cours du cycle de production. Donc en fait, ils ont deux usages sur ce jumeau numérique. Le premier usage, c'est un peu la cuisine équipée de ceux qui veulent acheter des machines et qui veulent monter leur propre usine. Donc ce concept-là, grand public, passe aussi dans le côté industriel. Et le deuxième usage, en fait, c'est d'avoir un jumeau numérique complet de leur système de production qui va suivre en fait tout le flux de matière dans l'usine, du stock jusqu'au produit fini. Donc c'est, de mon point de vue, un assez bon exemple de qu'est-ce qu'on met derrière ce mot un peu barbare, parfois de jumeaux numériques ou flou, ou avec des contours parfois peu précis. Ok, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette notion de rapproche, enfin, la captation de l'environnement, etc., qui est basculée, modélisée au travers du jumeau numérique, avec des allers-retours ensuite avec le comportement, qui sont quand même des choses qui donnent très riches et qui touchent à la fois le pilotage, la conception, et qui donnent un ensemble. On commence à peine enfin, ça, c'est quelque chose qui est en train de monter en charge, mais on est encore dans des phases un peu préliminaires sur le sujet. On avance, mais on n'a pas encore exploité complètement. Enfin, il y a beaucoup de potentialités. Un point aussi que tu n'as pas mentionné, qu'on avait échangé, c'est aussi la traçabilité CO2, qui est aussi un gros point aujourd'hui. Voilà, j'ai pas voulu trop en rajouter sur la liste des points noirs pour faire des CPS. Le but n'est pas de décourager les gens de travailler sur ces systèmes. Remonter aussi de l'info sur la traçabilité CO2. Voilà, la traçabilité CO2. Bon, toutes vos entreprises ont des objectifs de gain ou de consommation de CO2 sur tous vos postes de consommation, dans vos usines, dans l'usage de vos produits, dans le recyclage, etc. Et donc, en fait, comme tu disais, aujourd'hui, le cycle de développement, c'est principalement la conception, l'intégration, la validation, et puis jusqu'à présent, ça s'arrête à peu près là. Maintenant, il faut concevoir aussi tout ce qui se passe en amont, et puis tout ce qui va se passer pendant la production et pendant le recyclage. Et tout ça, ça fait un bloc complet. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un problème d'interopérabilité. En fait, on a affaire à des domaines qui sont adjacents, qui travaillent sur le même produit, mais qui ne communiquent pas de data directement entre eux. Donc, de mon point de vue, il y a un gros effort à porter là-dessus. Un effort peut-être au niveau d'ontologie, par exemple, de grammaire et de vocabulaire commun, pour que tous ces mondes-là se parlent, et qu'on ne passe pas notre temps à faire des passerelles et des moulinettes pour convertir des datas d'un format dans l'autre, etc. Donc ce sera peut-être un prochain projet européen qui fera ce travail-là. Là, tu évoquais l'exemple de Trumpf. Du côté de Valeo, peut-être plus rapidement, mais quels sont les grands sujets aussi qui sont traités, parce que c'est aussi intéressant de... Donc du côté de Valeo, on a en plus de la coordination, on a également effectué du travail technique. Et donc, on a travaillé bien sûr au développement de notre véhicule autonome,
donc qui fait déjà de la conduite sur autoroute. Ça, tout le monde l'a vu et tout le monde le sait. Mais là, on développe un cas d'usage de conduite urbaine autour de la station de métro Pointe-du-Lac à Créteil. Donc c'est un environnement assez... pas complètement sous contrôle, on va dire. Ce n'est pas un site industriel fermé, loin de là. Donc il y a des tramways, il y a des piétons, une station de métro, un stade de foot à côté. Donc c'est pas facile. Il y a des ronds-points aussi. Alors, rond-point, très difficile. c'est... Voilà. Et donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est qu'on a travaillé à rendre génériques nos capteurs automobiles et certains de nos logiciels de détection et de localisation. Donc on a fait ce qu'on appelle des architectures préintégrées. Donc on peut dire aussi que ce sont des modules, si on peut dire, pour prendre un terme un peu plus usité. Donc on a rendu en fait plus générique des capteurs très haute performance, relativement bas coût, et que en fait chacun d'entre vous, avec un niveau d'ingénierie normal, on va dire, pourra utiliser pour ses propres applications. Donc ça, c'est un des résultats directs du projet. Si vous tapez Valeo Mobility Kit sur Internet, vous verrez qu'il y a des lidars, des caméras, des capteurs ultrasons qui sont disponibles chez des distributeurs pour que vous puissiez les utiliser. Ok, merci Philippe. Guillaume, pour revenir à Soprasteria, quel est aujourd'hui, puisque finalement c'est ça qui est important, les principaux résultats et gains obtenus par les clients que Soprasteria accompagne? Alors, avec effectivement à l'image de CPS4EU, la capacité finalement à amener des assets préexistants qui permettent aussi d'accélérer, comme je disais tout à l'heure, et qui effectivement nous permettent d'avoir des gains métiers. Quand je disais que c'était d'arriver par la valeur tout à l'heure, c'est bien l'objectif, qui vont par exemple sur des gains de 3 points de rendement opérationnel sur les chaînes de production, pour les clients que j'ai cités tout à l'heure, 20% de réduction de coûts sur des services de maintenance. Donc ça, c'est un autre client qui fournit d'équipements industriels et qu'on a équipé justement avec une architecture Edge et avec qui on a redéfini finalement le nouvel offre de service, puisqu'on est quand même beaucoup sur comment j'optimise mes processus, mais aussi quelle va être ma nouvelle offre de hybride produit-service pour finalement proposer déjà des choses différenciantes et puis finalement être en capacité soit de réduire mes coûts, soit d'offrir soit d'avoir des revenus supplémentaires avec une nouvelle offre de service et finalement promettre à mes clients eux aussi des gains finalement dans leur propre système. Donc les clients finaux de nos clients qui eux aussi ont des gains, et donc dans ce cadre-là, on a eu certains sujets où on a fait gagner 20% de coûts de maintenance, donc ça profite à nos clients qui eux produisent le service, et puis aux clients finaux qui eux finalement paient moins cher un même service. Alors souvent ils ne payent pas moins cher en fait, c'est le service qui reste au même coût. Par contre ils ont soit plus de services, soit ils ont finalement des nouveaux contrats qui sont arrangeants et sur lesquels ils ont soit une meilleure qualité, soit plus d'équipement, soit voilà, donc ils s'arrangent commercialement, mais c'est cet ordre-là. Donc on n'est plus sur contrairement à il y a 2 ou 3 ans où tu parlais de prototype typiquement tout à l'heure, ou à 3-4 ans on va dire, on n'est plus sur des gains de 1,5 point de RO ou 10% de réduction des coûts, on passe sur des 15, 20, voire 30%. Sur la maintenance prévisionnelle que j'évoquais tout à l'heure, c'est 30% de panne en moins sur des équipements, ce qui est absolument énorme sur des chaînes de production. Donc c'est des chiffres tangibles qui aujourd'hui sont répétables surtout et sur plusieurs chaînes de production. Et donc on est sur cet ordre-là maintenant. Et donc ça nécessite effectivement ce saut de performance-là, finalement, une capacité à industrialiser et à aller très vite dans la mise en œuvre des technologies qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit de la XR, de l'IoT ou des technos un peu plus... des technos type 5G ou Edge qu'on évoquait tout à l'heure. Okay. Voilà l'ordre d'idée un petit peu des gains potentiels. Oui, on a dépassé les protos, enfin les on n'est plus à la marge sur les gains. Ouais, on commence vraiment à réfléchir sur... Et du coup, ça génère une capacité d'investissement finalement derrière qui n'est pas négligeable et qui permet de passer à l'échelle sur des sujets qui jusqu'à maintenant étaient finalement intéressants pour nos clients, mais il fallait quand même prouver en interne que ça marchait. Vous avez peut-être le cas d'ailleurs, vous ici, à une capacité d'investissement et de gains finalement assez rapide. Il faut plus attendre 36 mois pour avoir des gains, quoi. On est sur des cycles courts. Ok,
Merci Guillaume. Damien, du côté de Synergis, donc en termes de gains, qu'est-ce qui... Parce que quand on a préparé cette conférence, tu évoquais quand même des déploiements qui commencent à être un peu significatifs. Après l'effet un peu waouh, parce qu'il y a quand même un effet waouh avec le casque. Il y a un effet waouh. Déjà essayé d'ailleurs, mais je recommande. C'est sympa. Il y a un effet waouh. Au-delà de l'effet waouh, une fois que c'est adopté, quels sont les principaux gains qui sont observés En effet, on commence à avoir des chiffres, ça c'est intéressant, sur le retour sur investissement, ça dépend des cas d'usage, mais on commence à avoir des vrais chiffres. Alors, c'est des projets qui s'accompagnent, hein, clairement, donc c'est pas juste le fait de mettre le matériel entre les mains de l'opérateur et le bon logiciel qui va bien pour obtenir des gains, mais concrètement, ce qui a été observé sur de l'assistance à distance aujourd'hui, c'est un gain de 13 000 € d'économie en frais de déplacement par an, par utilisateur. En sachant que l'achat du matériel et les licences, typiquement, sont inférieurs à ça. Donc on a un retour sur investissement en moins d'1 an. Donc là-dessus, ça fonctionne bien. Ce qui a été aussi observé, c'est d'autres gains et des gains qualitatifs. La baisse de charge mentale des opérateurs. Je ne pensais pas justement que ça pouvait gagner là-dessus, mais parfois on peut être dans des climats sociaux qui peuvent être un peu compliqués. C'est de l'innovation, donc ça peut faire un petit peu bouger certains opérateurs, certains collaborateurs, et donc créer une forme un peu de bruit ou de soucis, l'innovation. Et en fait, on a observé aussi, ça c'est des retours clients, hein, une baisse de charge mentale des opérateurs qui fait qu'ils ont un métier qui est plus agréable pour eux. Donc ça veut dire aussi certainement, ça j'ai pas les chiffres, mais une diminution du turnover. Et un dernier élément aussi, ça c'est des retours clients, c'est que c'est une technologie, en tout cas celle que je porte, qui attire les jeunes, les nouvelles générations, et donc qui favorise le recrutement. Ça fait partie des éléments qui font que nos clients achètent ce type de technologie. Oui, les pénuries de recrutement étant un sujet partagé par beaucoup d'entreprises. Philippe, du côté de Valeo, en termes de retour, tu as annoncé quand même des chiffres qui étaient impressionnants. Après, avec certaines réserves, mais c'est quand même des évolutions dans la façon de concevoir qui sont quand même importantes. Oui, c'est sûr que par rapport à une conception où on refait tout à chaque fois, on a mis en évidence des intérêts substantiels à réutiliser, à reprendre des architectures préintégrées et prévalidées. C'était le but de notre projet. Et donc pour les applications qu'on a eu dans le projet, on nous a demandé de travailler justement. Il n'y a pas un chiffre magique qui passe partout pour tous les domaines, toutes les applications. Donc on nous a demandé d'essayer de bâtir en fait une démarche et de construire quelque chose d'un peu plus tangible pour arriver à ces chiffres. Donc c'est ce qu'on s'est attaché à faire dans le projet. Et il y a un papier qui va sortir bientôt justement qui explique la démarche que l'on propose. Sinon, du côté de Valeo, pour être factuel, donc on a mis en évidence des gains en appliquant une stratégie que chez Valeo on appelle plateforme, donc qui vise à communaliser en fait à peu près 70% d'un produit, que ce soit une caméra par exemple, un lidar, un alterno démarreur. Si on communise 70%, il faut faire un surcoût au début pour standardiser ce que l'on fait, de façon à ce que ça puisse être réutilisé sur les projets qui arrivent derrière. Donc ce surcoût, c'est à peu près une trentaine de pourcents par rapport à un projet de référence qui serait one shot. Et par contre, derrière, les gains sont substantiels, puisque les projets qui arrivent derrière ne coûtent qu'en moyenne une vingtaine de pourcents par rapport au coût one shot initial. Donc ça veut dire que tu divises par 5 le coût de chaque produit, alors qui n'est pas développé from scratch, c'est-à-dire qu'à chaque fois qui est issu d'une évolution du produit précédent, voilà. Et du coup avec à la fois des gains en temps, des gains financiers, et puis aussi des gains en fiabilité, en qualité, tout ce qui vient avec. Etc. Par contre, la contrainte, c'est de prévoir à l'avance ce qu'on va pouvoir rendre, c'est-à-dire qu'on définit une partie variable et une partie spécifique. Partie spécifique, c'est ce que le client va vouloir absolument, et pour gagner un business et un produit, il faut absolument le faire. Donc ça, ce sera 5 à 10% du produit final. La partie variable, c'est ce qui est déjà prévu à l'avance, mais qui peut être ce qu'on appelle aussi les options demandées par les clients. Et donc, ce qui est important, c'est de garder une structure la plus solide possible pour avoir des gains. Et on note des chiffres, c'est assez
Bon, c'est pas une coïncidence, c'est aussi parce que les designs sont faits comme ça, des nouveaux systèmes, mais dans la distribution d'énergie, nos collègues de RTE ont eu des chiffres assez similaires sur des applications très différentes. Oui, parce que là, on est dans de l'exploitation. Là, on parlait de conception. Là, on passe côté exploitation. Côté exploitation, mais aussi design du système très distribué de distribution d'énergie de RTE, où donc ils ont virtualisé avec des machines qui parce vont... que la qui problématique reuse, en fait. la problématique d'RTE, c'est comment faire passer dans son réseau et gérer les énergies renouvelables. Donc, ils sont obligés d'avoir un modèle sur l'ensemble de leur réseau, de leurs différents centres. Et donc, du coup, c'est en modélisant, en mettant en place des systèmes CPS, c'est là où ils arrivent à obtenir des gains tout à fait, très significatifs, quoi. Oui, et qui vont réutiliser. Donc, ils ont fait un premier essai dans le cadre du projet. Là, ils vont faire une prochaine vague avec 10 applications sur 10 sites répartis en France. Et ils envisagent de généraliser, en fait, leur système, leur architecture, et de ne pas réinventer, en fait, à chaque fois, dans chaque région et sur chaque site, ce que les autres projets ont déjà permis de valider. Donc du coup, ça c'est sur la partie conception, mise en œuvre, et puis après sur la partie exploitation. Quand on a préparé, tu disais effectivement des gains qui sont estimés à peu près à 7 milliards d'euros quand même sur 10 ans. Donc oui, c'est quand même un gros morceau, quoi. Oui, alors pour RTE, effectivement, en fait, ils ont une problématique quand il y a trop d'énergie qui arrive sur le réseau. C'est-à-dire quand les éoliennes crachent à fond, qu'il y a, quand il fait beau, qu'il y a du les vent, panneaux solaires, que l'hydraulique produit à fond, ils ont trop d'intensité sur le réseau et il faut qu'ils coupent, sinon ils détruisent leurs installations et leurs lignes. Et donc aujourd'hui, ils ont mis un système en place avec des batteries. Et en fait, c'est le système qu'ils ont développé, qu'ils vont réutiliser, c'est tout le système toute l'intelligence en fait qui collecte les datas sur site, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, qui le fait remonter dans le cloud, qui fait tourner les modèles qui prédisent en fait la meilleure stratégie à adopter, et puis après qui redescendent les commandes pour switcher les batteries, switcher les éoliennes, etc. Ouais, sachant qu'ils ont des pénalités s'ils refusent la production d'énergie. Donc c'est quand même des modèles, et leur enjeu c'est de le faire à réseau le plus, en minimisant les investissements sur le réseau, donc en évitant de retirer des lignes, etc. Donc c'est quand même un gros enjeu. Okay. Je pense que le chiffre est assez évocateur. Ouais, le chiffre est évocateur. Alors là, on a dressé le tableau de ce qui va bien. Par contre, ce sont des projets d'innovation, donc il y a un certain nombre de difficultés. Quels sont les principaux points ou les difficultés qui peuvent être rencontrées dans ce type de projet, et quels sont les principaux, points de vigilance qu'il faut prendre en compte? Guillaume? Il y en a pas mal. Ça reste effectivement pour certains des projets d'innovation, il y a quand même un sujet de... même si tout à l'heure je disais qu'on avait moins approuvé les bénéfices potentiels, il y a quand même un sujet de... On le fait par la preuve en fait. C'est-à-dire que les projets se lancent, il y a quand même un peu de financement sur ces sujets-là. Donc j'ai envie de dire, pour passer à l'échelle, il faut quand même prouver qu'il y a des bénéfices. Donc on est quand même dans cette optique-là. Néanmoins, c'est vrai que ça se fait quand même un peu plus facilement, on va dire. Il y a un sujet de compétences, encore. Il y a le recrutement qu'on évoquait tout à l'heure. Pour le client, pour nous en tant que fournisseurs, les fournisseurs, et pour les clients. Alors c'est vrai que c'est un très bon moyen de rétention et de recrutement, mais ça reste quand même un vrai sujet majeur. Donc ça c'est le premier point. La gouvernance associée à ça, puisque c'est de plus en plus porté par les métiers, donc il y a moins en moins de sujets là-dessus, mais néanmoins il y a quand même la source de financement interne peut être un vrai sujet, et donc qui paie, qui gouverne, qui déploie, et finalement qui exploite ensuite ce type de sujet. Donc quelquefois il n'y a pas de sujet sur un ligne de production par exemple, mais quand c'est multi-usine et qu'il y a un CAPEX qui est centralisé ou qui ne l'est pas justement, et puis un OPEX qui l'est mais qui ne le devrait pas, voilà. Donc il y a un vrai sujet de financement et d'ingénierie financière, je dirais, inhérente à ces projets-là. Et donc le modèle économique doit être pensé dès le départ et en amélioration continue. J'ai dit quoi? J'ai dit compétences. Oui, et donc et le dernier, selon moi, le sponsorship interne. Et donc ça doit être quand même encore porté, je dirais incarné même, ces sujets-là par certains collaborateurs du client, enfin de nos clients, pour finalement donner une dynamique, un élan, et amorcer finalement la pompe. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on a fait
un quick win, qu'on a une infra en place et qu'on est sur la voie de l'industrialisation, ensuite, je dirais, on déroule avec des cas d'usage qui viennent se raccrocher à ça. Mais c'est vrai que cette amorce-là est encore un peu plus qu'un projet, on va dire, classique ou traditionnel, et encore nécessaire pour vraiment lancer le sujet. Et puis, je dirais, pour finir, l'animation, la coordination ou l'animation de l'écosystème associé à ça, c'est un peu lié à la gouvernance, mais là ce dernier point me tient à cœur, puisque nous, on agit beaucoup là-dessus, où nécessairement, on doit aligner les planètes pour que finalement, ce soit fluide et qu'on puisse assurer ce passage-là à l'échelle entre le prototype et l'Indus, qui encore une fois est plus simple qu'il y a 4-5 ans, mais qui nécessite quand même d'œuvrer et un peu de sueur, quoi. Voilà. Okay. Merci. Damien, de ton côté, on sait que la réalité mixte est particulier aussi, mais quels sont les principaux points de vigilance, les choses qu'il faut bien traiter, voilà, c'est... Guillaume a dit quand même beaucoup de choses, justement sur les points de vigilance. Des choses qui sont assez habituelles. Exactement. Non, mais c'est un point intéressant parce que ça veut juste dire que c'est de la transformation digitale. Que cette technologie qu'on porte, ce n'est que de la transformation digitale. Ce n'est pas, une fracture entre un ancien monde et un métaverse qui serait totalement nouveau. C'est une continuité. Donc ça s'accompagne. Ça s'accompagne d'expertise, ça s'accompagne avec de l'accompagnement du changement. Le matériel, c'est tout bête, mais il doit être prêt, configuré quand il arrive sur site. Les opérateurs doivent être formés, ils doivent avoir du support. En fait, il n'y a rien de nouveau. Il faut du sponsor, il faut que ça soit porté aussi bien par le métier, par l'innovation, par la DSI. Rien de nouveau en soi, et il faut juste bien le faire. Mais je pense qu'on a accumulé assez d'expérience sur toutes les transformations digitales depuis des dizaines d'années, qui fait qu'aujourd'hui on est plus performant pour déployer ce type de techno. En revanche, l'avantage de la techno réalité mixte, c'est que sa prise en main est quand même beaucoup plus simple qu'un ordinateur. On n'a pas besoin de former des semaines et des semaines. Et moi je pense souvent à ma maman quand elle est passée du papier au PC dans les années 80, la rupture que ça devait être de passer de j'écris sur quelque chose et demain je tape sur quelque chose et il y a un machin qui me renvoie l'information, qui paraît pas très naturel en soi, mais on s'y est tous mis, on a tous adopté cette technologie, les ordinateurs. Là en fait on enlève tout ça, on enlève le clavier, on enlève la souris, on enlève l'écran et on a les informations devant nous, et si on veut les prendre, on les prend. Si on veut les augmenter, on peut les augmenter. Tout devient beaucoup plus naturel. Et donc ça, c'est un vrai gain. C'est pas une difficulté, mais c'est un vrai gain. Mais sinon, oui, en effet, c'est des projets de transformation digitale, tout simplement. Ok, merci. Ton côté, Philippe, la partie Valeo, mais surtout la partie CPS4U, parce que c'était quand même un gros projet, donc en termes de difficulté, c'est arriver à faire converger, puis voilà, c'est quand même des choses qui ne sont pas forcément simples. Oui, c'est une très bonne expérience en tant que coordinateur d'avoir à gérer un projet avec 36 partenaires, mais le principal, c'est l'état d'esprit en fait, des partenaires dans le projet. Il faut être bien câblé pour pouvoir jouer en équipe en fait, avec des sociétés de mondes différents, qui ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Il faut aussi pouvoir donner de la place aux laboratoires. Les laboratoires ont un rôle crucial à jouer. Notamment dans notre projet, c'était principalement les laboratoires qui fournissaient tous les outils. Donc quand on parlait de simulateurs, quand on parlait de génération de code, par exemple, ou de simulateurs basés sur des scénarios. Donc tout ça, ça a été développé dans des laboratoires qui ont donc mis ça à disposition. Donc il faut aussi que les acteurs industriels reconnaissent le rôle des laboratoires. Et puis pareil pour les PME. Les PME ont un rôle crucial à jouer pour fournir leurs nouvelles technologies et alimenter le pipeline de l'innovation, mais aussi potentiellement pour profiter de ce qui a été développé par les grands groupes. Si des PME veulent acheter des capteurs génériques Valeo, maintenant c'est possible. Et pareil pour la plateforme de connectivité Thales. Donc ce qu'il faut, c'est être prêt si la verticalité est le credo de l'entreprise, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut jouer. Par contre, si on est prêt à jouer le réseau à fond et à travailler non plus dans des bonnes vieilles relations client-fournisseur, mais jouer un jeu d'équipe sur le long terme, à ce moment-là, ça vaut le coup de se lancer dans ce genre de projet.
Ok. Jean-Philippe, pardon, excuse-moi, oui. il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dite qui est un peu nouvelle dans les points durs, en tout cas Ouais. les points d'attention, c'est que plus ça va, plus l'essence de l'histoire fait que les données des systèmes industriels sont exportées vont vers le cloud sont bidirectionnelles entre le système industriel, le cloud et inversement. Et donc se pose la question légitime de faire ce que je pouvais faire avant localement sur mes systèmes industriels, pourquoi ne pas le faire sur le cloud, et donc la cybersécurité associée. Et là, il y a un sujet de sensibilisation et de coaching, on va dire, spécifique cyber, qui existait avant, mais qui est vraiment exacerbé, on va dire, avec ce type d'infrastructure auquel on doit faire face, je pense vous aussi. Fait bien le signaler, la façon question systématique. La cyber, c'est un gros sujet, parce que plus on connecte, plus on ouvre beaucoup de choses, donc c'est beaucoup de choses à prendre en compte. On a à la fois capté de l'info, donc si elle est polluée, si on a la mauvaise info, potentiellement on peut prendre les mauvaises décisions, et encore plus en termes d'actuateurs, dès qu'on va prendre une décision et la pousser, on voit donc d'où aussi toute la cyber. En plus, on a certains de vos clients, typiquement RTE, c'est ce qu'on appelle un OIV, donc un opérateur d'importance vitale. Clairement, c'est un très gros sujet. Voilà. Après, c'est vrai que c'est encore un autre sujet. Pour prendre un petit peu aller un peu vers l'avenir, quelles sont, justement, Guillaume, d'après toi, les prochaines étapes, les grandes tendances que chez Sopra Steria tu perçois, collectivement, que tu vois arriver, la suite? Ouais. Alors, forcément, c'est toujours délicat comme question, mais surtout que je parle en premier. Donc... Attends, Damien, si tu veux prendre non, il n'y a pas de souci. Il y a deux choses. Il y a déjà certains standards quand même qui apparaissent, qui manquaient un petit peu, alors qui sont peut-être des standards de fait ou qui vont devenir des standards. La 5G par exemple, et puis au PCUA par exemple en termes d'échange de protocoles, de protocole de data, d'échange de données. Qui du coup aide quand même à cette accélération. Donc on voit que c'est assez prégnant, ça arrive, c'est pas encore diffusé au PCUA, il y en a très peu en France, mais voilà, ça arrive, il y a quand même pas mal d'initiatives là-dessus. Et puis il y a cette notion de connectivité partout, tout le temps finalement, y compris dans le monde industriel, c'est-à-dire dans le grand public, mais aussi dans le monde industriel, qui arrive et qui fait qu'on peut penser aujourd'hui, on fait de l'incrémental en termes d'innovation, mais aussi du disruptif, sur des cas d'usage auxquels on n'avait pas pensé. Typiquement, la 5G et le Edge permet de faire du temps réel. Avec la XR, et le mode collaboratif 3D, c'est parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas d'usage que je ne pourrais même pas évoquer aujourd'hui, qui vont arriver probablement, et notamment parce qu'on va avoir les infras. Et donc, on va passer ce cap, en tout cas, d'infra massive, et du coup, on va pouvoir déployer de nouveaux cas d'usage. Et du coup, les nouveaux services hybrides, produits plus services, et l'écosystème finalement qui va pouvoir participer à tout ça. Ok. Voilà. On a plus beaucoup de temps, on a 2 minutes. Donc Damien et Philippe, très rapidement. Je vais faire très très court. Il y a une donnée qui est hyper importante, je pense, pour demain, c'est la donnée 3D. Aujourd'hui, quand on ouvre un fichier Excel ou un Word ou un PowerPoint, c'est quelque chose de naturel. Demain, on ouvrira un fichier 3D de manière beaucoup plus naturelle. En tout cas, tous les métiers dans une organisation pourront le faire. Et puis, je pense que c'est la notion de collaboration à distance qui aujourd'hui est extrêmement limitée. En fait, qu'on soit sur du Skype, du Hangout ou du Teams, on reste sur un écran 2D. Demain, dès aujourd'hui d'ailleurs, on le fait, on peut collaborer en 3D, comme si on était dans la même pièce, un peu partout dans le monde. Et donc ça, c'est clairement un enjeu 2022, 2023, 2024. Merci. Philippe? Donc de notre côté, on va continuer dans tous ces projets collaboratifs, évidemment, avec plusieurs axes, notamment celui de la synchronisation des datas. Aujourd'hui, synchrotemporel, notamment. Voilà, quand on parle synchronisation, c'est pas à la microseconde pour nos véhicules. On n'en est pas là, mais bon, la milliseconde, ce serait bien. Donc ça, c'est un axe qu'on va pousser. Et puis d'autres fonctions, par exemple la téléopération. Il faut qu'on soit capable de reprendre des véhicules à distance. Donc la chaîne est un peu plus compliquée, avec des acteurs pas nécessairement prêts à jouer le jeu de la sûreté de fonctionnement et de la transparence et du disponible 100% partout. Donc voilà les axes vers lesquels on va continuer sur les prochaines années.
On avait évoqué aussi tout ce qui était modélisation et temps de calcul, notamment réseau de neurones, c'est des choses qui ne sont pas simples. Voilà, ça c'est une grosse question. Bon, on a fait tourner dans le cadre du projet des calculateurs de chez Calray, Greenwave, qui font tourner des réseaux de neurones faits par les partenaires. Mais prédire à l'avance, sans rien connaître, combien de capacités, combien de cœurs va prendre tel réseau de neurones à tel framerate aujourd'hui, j'ai encore reposé la question il n'y a pas longtemps et on fait du benchmark, mais on n'a pas encore de modèle pour prédire tout ça. Oui, on retrouve toutes les problématiques liées à l'embarqué, qu'on retrouve dans ce type de système. Merci beaucoup, messieurs. On arrive à la fin. J'ai une grosse pression pour finir dans les temps, parce qu'effectivement, on a une autre conférence qui enchaîne directement. Donc, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, on ne pourra malheureusement pas les prendre mais en direct, là, maintenant, collectivement. Mais on est à votre disposition tous les quatre pour y répondre juste à la sortie de cette conférence. Et puis, on est tous les quatre aussi présents sur le salon. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci. Merci.